Salut. Ça fait 30 secondes. Attends, Tu ça le va tiens pendant 30 secondes. Ouais, ça va. Ça va, nickel. Et bon anniversaire, hein. Merci, merci, un grand merci. Salut Salvatore, bonjour. Salut Willy, tu vas bien? Oui, très bien. Donc on s'est réunis tous les trois. Je tenais un petit peu à ce que Philippe soit avec nous, parce qu'encore une fois, il a un regard très pointu sur ce genre de littérature, comme sur d'autres genres aussi. Mais je tenais vraiment à l'associer, parce qu'il a lu l'ouvrage aussi. Et nous n'avons pas encore eu le temps d'en discuter l'un et l'autre. Donc c'est ça qui est bien, c'est d'en discuter avec l'auteur. Alors, on va parler de Anamnèse, de Salvatore Mini, aux éditions Slatkin. Il est sorti il y a combien de temps, Salvatore, ton ouvrage? Il est sorti en octobre, le 17 octobre. Donc ça fait déjà quelques mois. Hein. Oui, mais quelques bons mois, mais moi je dis toujours un bon livre peut aller très longtemps. Jusque-là, je n'ai pas à me plaindre. Voilà, un bon livre peut aller très longtemps. Le choix du titre est interpellant, quoique il fait partie de tout le récit. Mais pourquoi ce choix-là? Simplement parce qu'il s'est imposé assez rapidement, je dirais, hein, le titre. Donc, le manuscrit, à la base, est passé par plusieurs titres, toujours dans le même esprit, hein, la mémoire, amnésique, ce genre de choses-là. Et j'aime bien les mots un peu plus rares, donc j'ai cherché jusqu'à ce que je tombe sur Anamnèse. Et je me suis dit que ça collait très bien au roman. D'ailleurs, au début, avec mon éditeur, j'ai dû un petit peu expliquer parce qu'il trouvait que c'était un mot peut-être compliqué pour les gens, que bon, ça risquait de bloquer certaines personnes. Et donc, j'ai expliqué par A plus B que c'était ce titre-là qu'il fallait absolument. Et effectivement, tous les retours que j'ai au niveau du titre sont super positifs parce que ça attire justement le regard donc, et ça intrigue. Donc, voilà. Marie fait partie de tes proches, entre guillemets? Tu t'es basé sur quelqu'un que tu connais très bien? C'est une de mes personnalités, on va dire. Ah, une de tes... Ouh là là, tu es un homme dangereux alors. Mais disons qu'on exorcise, en écrivant, on exorcise un tas de choses. Enfin, je pars souvent d'un thème hein, qui me touche plus qu'un autre. Donc, dans Claustration, mon premier roman, le thème principal, c'était l'enfermement. Et c'était clairement une période de ma vie où je me suis senti oppressé et enfermé par ce que je pouvais vivre, parce que la vie parfois réserve de mauvaises surprises. Et Anamnèse, c'était plus, tiens, comment pourrait réagir mon héroïne à un choc émotionnel. Donc, on réagit différemment à des chocs émotionnels. Personnellement, ça me donne des acouphènes. C'est étonnant, ça fait souvent sourire quand j'explique ma situation, mais c'est vraiment ça. Ça me donne des acouphènes. Et donc, je suis allé voir un spécialiste, etc. Il n'y a pas grand-chose à faire, malheureusement, si ce n'est éviter les chocs émotionnels. Donc, voilà, on est tous humains, on a tous des amis, de la famille, des gens qu'on aime. Il leur arrive des choses, ça provoque un choc. Moi, ça attaque les oreilles. Et je me suis dit, tiens, comment mon héroïne pourrait, elle, réagir? Donc, voilà. Et je pense que il y a une certaine violence dans ce roman qu'on ne retrouve pas dans les autres. Je pense que j'avais effectivement besoin, au lieu de taper sur un punching ball, j'avais besoin d'extérioriser un petit peu toute cette frustration et cette violence, en fait, au moment de l'écriture. Parce qu'elle a une personnalité très, très particulière. Hein? Oui, tout à fait. Tout à fait, oui. Évidemment, et en général, elle va rencontrer encore plus grave qu'elle aussi, me semble-t-il. Exactement. Donc, elle est psychanalyste et elle travaille avec un patient qui est vraiment, vraiment très atteint, qui doit faire face au deuil
voilà, son épouse est décédée, sa fille est décédée, donc voilà, le gars qui déjà à la base n'est pas très bien dans sa tête finit par péter les plombs, comme on dit. Hein. On parle de Jack Lee là-bas. On parle de Oui, Jack Lee. exactement, ouais. Exactement. On parle de lui, tout à fait. Et voilà, donc je pense qu'il y a plusieurs thèmes. Je parle souvent d'un thème principal, mais plusieurs thèmes qui reviennent dans mes écrits. Souvent la maladie, le deuil, l'enfermement, ce genre de choses, ce genre de sentiments qui reviennent. Là, j'ai terminé la rédaction du 3e. On retrouve, c'est en me relisant que je m'en rends compte en fait, hein, on retrouve de nouveau le deuil, la maladie, il y a de nouveau un petit peu d'enfermement dans l'histoire, et voilà. Ce n'est pas trop une camisole que tu as endossée, ça? Non, je pense que c'est... Enfin, je dis souvent que ça m'aide, en fait. Ça m'aide. Donc c'est un cocon, alors. La camisole n'est pas camisole, elle est cocon. Tu te complais un peu. Plutôt. Donc mes personnages vont faire des choses qui vont, à moi en tant qu'auteur en tout cas, ou en tant qu'être humain, évacuer toutes les noirceurs que je peux avoir. Parce que souvent, quand je rencontre des lecteurs en salon, ils me disent « mais c'est incroyable, quand on vous rencontre, vous êtes tout l'inverse de ce que vous écrivez. On imagine quelqu'un d'austère, quelqu'un de... » Oui, on imagine, oui, effectivement, je me suis fait la réflexion, je me suis dit la réflexion. À la lecture, je me suis dit, mais c'est étonnant, parce que j'ai déjà rencontré Salvatore 2-3 fois à l'occasion de salon, etc. Et je me suis trouvé en face d'un garçon souriant, sympathique, lumineux. Or, son roman est très sombre, hein, c'est très noir. Et c'est vrai que le contraste entre le personnage, enfin l'auteur qu'on rencontre, et le contenu du livre est assez saisissant. Oui. En fait, à la lecture du livre, parce que moi, on s'est rencontrés 2-3 fois, mais je ne sais pas quel est ton parcours, à la lecture, je me suis dit, mais bon, est-ce que Salvatore est juste attiré par ces phénomènes psychiatriques, ou est-ce que c'est son métier, ou les deux, ou ce sont des choses qui m'ont traversé la tête? Écoute, Philippe, ça aurait pu. C'est-à-dire qu'au moment de choisir quelles études j'allais entamer, j'ai hésité entre deux disciplines qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, donc la traduction et la psychologie. Ouais. Et donc, mon cœur a penché pour la traduction finalement. Donc, je suis traducteur de formation et j'écris des thrillers psychologiques. Donc, ça équilibre un petit peu. Voilà. Et puis j'aime beaucoup les thrillers psychologiques, que ce soit les films ou les livres, en général, déjà en tant que lecteur ou spectateur. Et je crois qu'on écrit ce qu'on aime lire aussi. Donc, voilà. Et j'aime bien justement triturer l'esprit de mes lecteurs. Et voilà. Ça, c'est... Mais donc, oui, j'aurais pu être psychologue, oui, tout à fait. Tu es traducteur de quelle langue à quelle langue? L'italien, probablement, j'imagine. Anglais, espagnol, italien vers le français. Ah oui, d'accord. C'est vers la langue maternelle, en fait, qu'on traduit. Oui. La langue maternelle étant le français. Voilà, mais ce n'est pas du tout ce que je fais dans la vie, parce que justement, le travail sur la langue me plaît énormément. Et je dois avouer que ça me manque un petit peu. Donc, traduire parce qu'on ne traduit pas des mots, finalement, on traduit des intentions. Et ce processus-là me manque. Mais j'ai essayé, et en fait, être enfermé 8 heures par jour face à un ordinateur, ne parler à personne et avoir juste un texte à côté de soi, c'est pas pour moi. J'ai besoin de contact humain. Donc, j'ai fait ça quelques mois et puis je me suis dirigé vers toute autre chose qui me permettait d'avoir un contact. Donc, tout ça, c'était avant que j'écrive, hein. Enfin, avant que je sois publié, en tout cas. Ta phase d'écriture, elle se passe quand? Dans quel contexte es-tu pour écrire? En général, si une idée vient, j'essaie de la noter quelque part, que ce soit dans mon application Notes sur mon iPhone que je quitte jamais, ou même parfois sur un post-it. Maintenant, la situation idéale, c'est dans cette pièce-ci. Donc, c'est mon bureau bibliothèque. Je m'installe, j'allume un peu d'encens, je récite un mantra, ça me met en condition. Et voilà, j'invite littéralement mes personnages. C'est vrai que ce que tu viens de dire, tu viens de souligner quelque chose, c'est vrai que tout au long du récit, il y a une atmosphère, il y a une ambiance qui est, je vais dire, parfois, très surprenante, parfois dérangeante, mais chaque fois, je vais dire, on sent qu'il y a quelque chose. Donc, tu vois,
C'est amusant ce que tu soulignes là. Oui, voilà. Donc, et à mon avis, dans le troisième roman là, que je viens de terminer, cette atmosphère sera encore plus forte. Parce D'accord. que là, non seulement pendant l'écriture, enfin, j'ai fait mon petit rituel avant l'écriture, mais pendant l'écriture, j'ai écouté des mantras. Mhm. Tandis que pour un amnèse, j'ai plutôt écouté du Björk, par exemple, D'accord. les albums de Björk. Donc, Donc, voilà, c'est... donc tu es très post-it, tu es très iPhone. L'écriture se fait toujours directement sur le clavier, quoi. Oui, oui, oui. Bah, j'ai commencé dans un cahier, hein, j'avais un carnet, j'ai une amie qui m'avait offert un carnet. Mhm. Donc, j'ai commencé à écrire claustration à la main, Ah, à d'accord, l'ancienne. oui. Et puis, bon, je me suis rendu compte que s'il fallait que je retape tout, ça me prendrait un temps Oui, donc dingue. c'est comme Philippe, tu tapes directement sur l'ordinateur aussi. D'accord. Oui, oui, tout à fait. Et en fait, on s'y habitue parce que passer du stylo au clavier, c'est un petit peu déroutant au début, mais on C'est une autre s'habitue. On passe génération, effectivement. Là. C'est une autre génération. Philippe, Alors, je vais poser encore une question, alors, Salvatore. oui. Ce qui est frappant aussi dans l'histoire, c'est... Alors, moi, j'ai beaucoup aimé le côté thriller. Hein. Donc, en fait, on peut dire, oui, c'est un roman qui aborde des sujets psychologiques, mais c'est quand même coulé dans une trame qui est thriller. C'est-à-dire que le lecteur est vraiment mené par le bout du nez. On a l'impression qu'il y a ceci, et puis finalement, c'est autre chose. Et, bon. Et il y a quand même un enchevêtrement aussi de personnages. Hein, ok. Et, alors, dans la conception, est-ce que c'était simplement quelque chose dans ta tête ou est-ce que tu as fait des schémas avec tous les personnages, comment ils sont reliés, comment l'un pourrait faire croire quelque chose au lecteur alors qu'il se passe autre chose, etc. Comment ça s'est passé? Bonne question, on la pose souvent celle-là. Ah oui. En fait, je suis une personne très, très organisée, donc j'aime l'ordre, etc., sauf pour écrire. C'est-à-dire que pour écrire, je suis incapable de faire un plan. C'est pas possible parce que je veux absolument être guidé par mes personnages. Je veux qu'ils me surprennent, en fait. Donc, j'écris mon roman d'une traite, donc, chapitre par chapitre. Je ne relis pas les chapitres. Ils se succèdent et c'est tout à la fin que je relis ce que j'ai écrit. Et là, évidemment, je me rends compte des incohérences, parce qu'il peut y en avoir, c'est sûr. Et voilà, c'est vraiment ma manière de travailler. C'est ça, ça sort... j'ai presque envie de dire naturellement, quoi. Je me mets devant l'ordinateur, je tape chapitre après chapitre, et puis tout à la fin, je relis le manuscrit, et c'est là que je fais une arborescence, en fait. Ah oui. Regardez, chapitre 1, j'ai parlé de ça, de tel personnage, et il s'est passé telle chose. Chapitre 2, et ainsi de suite. Et là, je me rends mieux compte, évidemment, des liens entre les personnages, s'il y a des répétitions ou des incohérences, s'il y a des chapitres à déplacer, par exemple. Donc, mais c'est vraiment à la fin du processus d'écriture que je le fais. Oui, tu es le deuxième auteur que je rencontre qui travaille sans plan. Yann Manouk, donc Roy Breverman, hein, donc la série Hunter, la série Héros de guerre, et c'est la même chose. Il se lance, il écrit une première scène parce qu'il aime bien la scène, et tout le restant vient après. Même le nœud de l'histoire vient après. Hein. Donc il démarre avec une scène, voilà, quelque chose de visuel, mais il n'a pas de plan. Hein. Il travaille sans... Je travaille de la même manière, en fait. Ici, en commençant le troisième, ben, j'ai écrit déjà 2 chapitres. Ben, c'est un personnage qui se retrouve dans une situation, dans une certaine atmosphère. J'aime beaucoup travailler avec l'atmosphère. Et voilà. Mais il doit m'expliquer pourquoi il est là maintenant. Pourquoi il s'est retrouvé dans cette situation-là. C'est à lui de m'expliquer. Et donc, je me laisse guider. Ça peut paraître bizarre ce que je dis, mais c'est vraiment comme ça que ça se passe, en fait. Le processus est très spontané, je veux dire. Oui, non. Avant de parler d'un point qui s'appelle Iris Noir, j'aimerais un petit peu voir quel est ton programme pour l'été concernant cet ouvrage aussi. Est-ce que tu as des rencontres qui sont prévues, des dédicaces qui sont organisées? Où en êtes-vous? Il y a eu beaucoup de dédicaces qui ont été annulées malheureusement à cause de la situation sanitaire actuelle, les salons qui sont tombés aussi. Je sais qu'il va y avoir des salons là bientôt qui vont reprendre. Je crois que c'est en octobre ou en novembre quelque part. Il faudrait que je vérifie dans mon agenda, je n'ai pas ça en tête. Mais oui, mais je suis le genre d'auteur à être à tous les salons si c'est possible, enfin si on m'invite évidemment.
et je refuse jamais, sauf évidemment si je suis déjà occupé ailleurs. Mais donner des dates là comme ça, je pourrais pas. Là, c'est un signe caractéristique. Tu as besoin d'un attaché de presse, quoi. Mais j'en ai un. Mais voilà, tu as besoin d'un attaché de presse pour dire Salvatore, n'oublie pas, il y a ça, il y a ça, il y a ça, quoi. Exactement, c'est exactement Alors, Iris Noir, parce que tu es impliqué dans l'organisation d'un salon qu'on a découvert l'année dernière, et qui s'appelle Iris Noir, où avec 2 amis, je pense, oui. Tu as mis sur pied, je vais dire, la rencontre d'une 30-40 auteurs venus de la francophonie. Oui. Parle-nous un petit peu de ce projet qui, on espère, va se concrétiser à nouveau. Ben, on espère aussi. En fait, l'idée a germé en allant moi-même dans des salons en France, justement, et en discutant avec d'autres auteurs français qui disaient, mais tiens, c'est étrange quand même, à Bruxelles, il n'y a pas vraiment de grands salons du polar. Voilà. Et, ah, ben, tiens, oui, c'est vrai, maintenant que vous le dites. Et en discutant de cette manière-là, ben, finalement, ben, l'idée a germé. Donc, avec mes 2 comparses, on a mis en place ce salon qui s'appelle Iris Noir Bruxelles. Et le nom des comparses, tu peux les citer? Oui, Marc-Olivier Rinchard et Jean-Pierre Vernat. Et donc, comment dire, on s'est lancé là-dedans. Iris Noir, pourquoi Iris? Parce que l'emblème de Bruxelles, c'est l'iris. Donc, à la fois, on veut mettre la littérature noire en avant, mais aussi Bruxelles. On veut que les gens, les visiteurs viennent à Bruxelles, mangent bruxellois, se logent bruxellois. Voilà, donc c'est important parce que le nombre d'auteurs français qui ne sont jamais venus à Bruxelles, c'est assez étonnant. Parfois de grands noms, hein, donc on se dit, tiens, jamais été invité à Bruxelles? Ah non. Donc on a lancé ça, on est parvenu à réunir 46 auteurs. Et voilà, bon, on a mis ça en place avec des fonds privés. Donc cette année, on ne va pas pouvoir réitérer de la même manière parce que c'est impossible de suivre financièrement, ça coûte très cher. Il faut loger les auteurs, il faut les nourrir. Tiens, en parlant de loger, tu as vu que Marianne Putmans vous proposez une chambre pour un de vos invités et que Jean-François vous ferait la bière aussi. On va en discuter un de ces jours avec eux. Tiens. Mais voilà, ici, on a dû se tourner vers une plateforme de financement participatif. On n'a pas d'autre choix parce que les subventions n'arrivent pas. Les portes se ferment, le culturel est en crise. Voilà. Après, on viendra me dire que c'est à cause du coronavirus, etc. Mais l'année dernière, il n'y avait pas de coronavirus, on a eu le même souci. Donc, c'est vraiment forcé et contraint qu'on s'est retourné vers ce genre de plateforme. Donc, voilà, on espère que le compteur va exploser parce que la somme qu'on demande, en réalité, c'est la moitié de ce dont on a besoin en réalité. Si on veut réitérer un salon comme l'année dernière, au même endroit. Ce stress-là ne te perturbe pas au niveau du boulot ou au niveau de l'écriture? Non, j'arrive à compartimenter, donc ça va. Ça, heureusement, je dirais. C'est pas comme tes personnages, c'est pas comme les personnages. Non, j'arrive à compartimenter, heureusement, mais c'est vrai que c'est toujours là, sous-jacent. Donc, juste avant, d'ailleurs, j'ai été un petit peu en retard pour la vidéo ici ensemble. J'étais justement sur le site de la plateforme donc Ulule pour aller voir et j'ai vu qu'on avait dépassé, c'est bon, on est arrivé à la moitié de la somme demandée, donc j'ai envoyé un message et j'étais content. Là, on a dépassé les 4 000 €, donc c'est super. Donc, je pense, on a beaucoup de soutien des gens, mais voilà, le soutien, il fait chaud au cœur, mais il ne paye pas les factures, c'est ça le souci. Donc, alors, on va revenir ici. Des institutions. Oui. On revient à l'ouvrage ici en question, on va bientôt atterrir. Philippe, qu'est-ce qui t'a atterré dans l'ouvrage, dans le récit? Quel est le côté surprenant, vraiment? Moi, j'ai eu un coup de poing en pleine figure à un moment donné. Quel est cet instant-là chez toi? C'est la fin, hein. Je crois qu'il ne faut pas déflorer la fin, mais la fin est vraiment très très surprenante. Je suis passé par 4 ou 5 interprétations possibles et au final, la vraie fin est différente de ce que j'avais imaginé comme fin possible pour le livre. Donc ça, c'est pas mal. C'est la marque c'est l'indicateur, on va dire, d'un thriller qui réussit. Hein. C'est quand c'est quand le lecteur est bien manipulé, quoi. Exactement. C'est ça. Oui. Non, ça c'est clair.
Il y a une autre chose qui m'a frappé aussi, et j'en profite pour te le demander d'ailleurs, Salvatore. Est-ce que tu aimes bien la pluie? Parce que j'ai observé que je n'ai pas fait un décompte statistique précis, mais je pense à vue de nez que 4 scènes sur 5 se passent par temps de pluie. Il y a de l'orage, la pluie qui frappe la vitre, il y a des nuages sombres, etc. Et je me suis dit, oui, bon, d'un côté, pour un roman noir, ça a du sens. Alors, est-ce que Salvatore l'a vraiment Bruxelles. vu? Ou est-ce que c'était un hasard? Ou est-ce que c'est parce qu'il aime bien la pluie? Mais enfin, il y a beaucoup de pluie dans le... Oui, oui, et je dois avouer que mon éditeur m'a fait déjà retirer pas mal de pluie et d'orage. Hein, donc, Ah bon? mais bon, oui, en fait, j'ai imaginé que c'était. On a connu d'ailleurs cette année, pas plus tard que cette année, on a eu un automne qui a commencé quoi, en octobre jusqu'à février, où il a fait gris, il a fait moche, il a fait. Et donc, moi, j'ai imaginé mon histoire dans cette atmosphère-là. Maintenant, effectivement, c'est vrai que ça fait beaucoup de pluie. Mais on a connu des moments comme cela et pendant lesquels, moi, personnellement, je ne me sens pas très, très bien. Donc, la pluie, c'est pas la pluie en tant que telle, en fait, qui me dérange. C'est parce que c'est très bien, ça arrose mon jardin. C'est le manque de lumière qui me dérange. Ah, d'accord. J'ai un gros problème avec ça et je pense que ça se ressent très fort dans ce roman-là. Voilà, des journées comme aujourd'hui où il fait gris toute la journée et puis pendant 2-3 jours il fait gris, ben, j'ai un manque de lumière. La couverture en parle aussi, hein. Ce long tunnel qui est là, on en parle. Oui, c'est vrai que Le choix de la couverture, c'est qui? C'est l'éditeur. L'éditeur. C'est l'éditeur, mais il m'a impliqué dans le processus. Très bon choix, je trouve. Oui, 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 j'adore la couverture et il m'a demandé en fait simplement, et je trouve que c'est très bien, ça prouve une certaine ouverture hein, de l'éditeur aussi. Il m'a demandé qu'est-ce que tu voudrais comme atmosphère, est-ce que tu as déjà des images en tête, est-ce que tu as des photos, voilà, parce qu'il me suit aussi évidemment sur les réseaux sociaux et il voit bien que j'aime bien jouer avec les photos, le noir et blanc, etc. Et je lui ai envoyé 4 ou 5 photos. Il en a choisi une 6e. Ah, d'accord. Mais qui résume en une seule photo tout ce que j'avais envoyé sur les 6, donc, enfin les 5. Donc, ils ont très bien compris ce que je voulais. Et ça, c'est vraiment super. Alors, si on compare, Salvatore, comme ici c'est ton 2e livre, donc, hein, et tu es en train de terminer le 3e apparemment, c'est ça. Si on compare comment comparerais-tu l'écriture du 1er et du 2e? Est-ce que le 2e t'a semblé beaucoup plus facile que le 1er? Est-ce que tu as eu l'impression d'apprendre de tes erreurs du 1er et que ça a été un petit peu plus fluide le 2e? Ou au contraire, est-ce que le 2e t'a paru plus difficile que le 1er? Comment compares-tu les deux? Alors, j'ai appris des choses, c'est clair, dans le processus d'écriture grâce au 1er que j'avais déjà publié. Ça, oui. Dans la conception, dans la structure même du roman, Anamnèse a été plus compliqué. D'ailleurs, les gens qui ont lu Claustration et Anamnèse le disent. Au niveau de la structure, il faut se concentrer beaucoup plus sur Anamnèse que sur Claustration. Et celui qui m'a semblé le plus simple des 3, c'est le 3e que je suis en train de finaliser. Là, ça vraiment, c'est comme si j'avais retenu tous les conseils que m'avait donné mon éditeur pour Anamnèse et que j'ai appliqué avec pas mal de facilité, je dois dire. Donc, je suis assez content. Le résultat est pas mal. Donc, voilà. Après, on verra. Je ne l'ai pas encore terminé à 100%. Il n'a pas encore été soumis à mon éditeur. Donc, mais en tant qu'auteur, des 3, le 3e est celui que je préfère. Donc, on verra. On lui souhaite tout le meilleur, en tout cas. C'est gentil. En tout cas, Salvatore, je te remercie d'avoir consacré ton temps à faire cet entretien avec nous. On te souhaite énormément de succès pour relancer l'ouvrage, malgré tout. Bon, février, mars, avril, c'est très vite passé, mais c'est long quand même. Et je te souhaite un bon été, un bel été. Comme le 3e est terminé, repose-toi bien, prépare bien la prochaine rencontre qui sera ce fameux salon en question. Mais nous sommes impatients de connaître le 3e et bonne écriture pour le 4e alors. Merci beaucoup, Willy. Et je tenais à te remercier pour tout ce que tu fais, au fait, pour la culture belge. Je te suis sur... je sais que pour toi, c'est normal, mais ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et on manque de personnes comme toi, vraiment. Ah bon?
la culture en avant, la littérature belge en avant, c'est vraiment important pour nous, de toute façon. C'est bien Donc, gentil. merci. J'appuie tout à fait. Voilà, C'est vrai. passez tous les deux bon après-midi et à très Allez. bientôt. Et à Excellent bientôt, hein. après-midi. Ciao, Au revoir. ciao. Merci beaucoup, Willy. Je tenais à te remercier pour tout ce que tu fais, en fait, pour la culture belge. Je te suis sur... je sais que pour toi, c'est normal, mais c'est pas pour tout le monde. C'est pas le cas pour tout le monde. Et on manque de personnes comme toi, vraiment. Ah bon? Mais la culture en avant, la littérature belge en avant, c'est vraiment important pour nous. De toute façon. C'est bien gentil. Merci. Merci beaucoup. Tout à fait. Voilà, passez tous les deux bon après-midi et à très bientôt. Allez. Excellent après-midi. Ciao, ciao. Alors, Thank you.